Bonjour, c'est Drawer et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des films que j'ai vus au mois de novembre 2024. Alors, vous avez bien aimé la première vidéo, c'était pas fou, mais vous m'avez mis dans les commentaires que vous aviez envie de voir la suite. Donc, pour ceux qui ont mis des commentaires qui voulaient voir la suite, je vous fais la suite. J'ai vu 26 films et séries au cours de ce mois. Ce qui est pas mal. On commence tout de suite avec Yannick. J'ai revu Yannick avec ma compagne et ma maman. Parce que quand je regarde des films avec ma maman, il faut absolument que ce soit des films en VF parce qu'elle ne veut pas voir des films en VO parce qu'elle n'a pas envie de sous-titrer parce qu'elle n'a pas une très bonne vue peu chère. Donc on a vu Yannick. Elle s'est dit what the fuck, qu'est-ce qui se putain de passe en fait? Pourquoi tu me montres des films comme ça? Je ne comprends pas le concept. Bon, ma maman est un peu âgée. Du coup, elle est pas trop dans le délire absurde, même si elle a beaucoup d'humour. Moi, j'étais content de le revoir. Je trouve que Yannick, ça reste un de ses meilleurs films à Dupieux. Je sais pas, j'aime beaucoup ce côté méta dans un théâtre. Souvent, Dupieux d'ailleurs convoque le théâtre, et il convoque le théâtre aussi dans un autre de ses films. Enfin, voilà, il fait des films qui sont très pièces de boulevard, presque, j'ai envie de dire. Et celui-là, c'est littéralement une pièce de théâtre de boulevard, avec Blanche Gardin, Pio Marmaille et puis bien sûr Quenard, qui sont vraiment très bons. Ce film me fait marrer, contrairement au dernier film de Dupieux. Donc là, il y a un nouveau film qui a été annoncé, qui va être tourné dans le sud, avec Adèle Exarchopoulos, je sais plus le nom du film, mais en tout cas, je suis toujours présent pour voir des films de Dupieux, même si je suis à chaque fois déçu sur ces derniers. En tout cas, il fait trop de films, clairement, il fait trop de films. Donc celui-ci est dispo sur Netflix, donc si vous l'avez pas vu, vous pouvez y aller. Ensuite, j'ai vu Fiasco. Alors cette série, c'est un peu les faux docus, un peu à la The Office, les zooms sur les acteurs, les trucs comme ça. Donc là, c'est Pierre Ninet, que j'aime beaucoup, qui joue le rôle d'un réalisateur, apprenti réalisateur, qui voilà, qui lui arrive que des conneries, que des pépins. Il est très peu sûr de lui et il est très dérangeant. C'est une sorte de Michael Scott en fait. Mais malgré tout le talent qu'a Pierre Ninet, je trouve que le scénar est vraiment pas ouf. On se marre pas en fait. Enfin, moi, j'ai même pas de gênance. C'est juste. Bon, il paraît qu'il faut tenir plusieurs épisodes, mais moi j'ai regardé les deux premiers et franchement, j'ai trouvé ça accablant. Alors je vais pas faire la blague que c'est un fiasco, mais c'en est un. Du coup, j'ai fait la blague, la con de moi. J'ai pas terminé et je ne le terminerai jamais. C'était terrible à regarder. D'ailleurs, j'ai un pote qui a dit, qui a fait la blague, on n'est pas des gens très imaginatifs. Ensuite, j'ai vu Brave, je l'ai vu avec mon fils évidemment. Enfin, évidemment, je pourrais très bien regarder ce genre de film tout seul aussi. C'est pas mal. J'aime bien le personnage qui est une princesse qui veut un peu s'affranchir. Voilà. Il y a ce côté moyenâgeux qui est sympa. L'animation est un peu vieillotte. Bon, c'est de 2012, donc c'est voilà. Le film est pas hyper inventif. Je me suis pas éclaté en le voyant. Je pense que mon fils l'a oublié instant. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment celui-là. Il est très bien noté. Je passais un peu à côté, je dois vous dire. Donc Shaun of the Dead, donc ils ont fait une ressortie 4K de Shaun of the Dead et j'avais envie de le montrer à des amis pour leur faire découvrir. Au final, je l'ai fait découvrir à ma copine. Elle a bien aimé. Moi, je trouvais qu'il avait pas mal vieilli, qu'il était toujours, voilà, toujours efficace. Il fait partie des top 20 des films de Tarantino, donc j'avais vu une vidéo de Tarantino et puis sur une interview qui disait oui, j'aime ces films, donc j'ai vu celui-ci, j'ai revu celui-ci en tout cas, je n'avais pas beaucoup de souvenirs parce que il date quand même de 2004, donc il a 20 ans, bon je me suis toujours autant éclaté, ça marche bien, trilogie Cornetto. Bon après j'ai vu un autre film aussi avec Nick Frost et qui était beaucoup moins bien, j'y reviendrai plus tard. En tout cas celui-ci, valeur sûre, Shaun of the Dead, c'est toujours cool quoi. Alors j'ai vu Fresh, qui date de 2022. C'est l'histoire d'un gars qui date une meuf. D'ailleurs, la meuf est jouée par... C'est qui? C'est Daisy Edgar Jones, c'est ça? Déjà, elle est magnifique et en plus, elle joue trop bien. Ah, elle était dans Twisters, qui était vraiment pas bien. C'est une meuf qui fait une date avec un gars et elle part en vacances avec lui parce que c'est un peu le mec parfait. On va se rendre compte rapidement que le mec est un peu un psycho. Je vous en dis pas plus, en même temps, l'affiche spoil un petit peu. C'est vraiment très sympa et ça montre aussi que faut pas partir avec n'importe qui, n'importe où. Et j'ai pas mal de copines qui sont célibataires et qui datent des gars et que la dernière fois, une de mes copines a daté un gars, elle est partie en vacances avec lui, elle nous envoie des textos tout le temps et elle a même pas vu ce film. Si elle avait vu ce film, elle y serait même pas allée, je pense. Elle y serait même pas allée. Ça crée des bonnes angoisses et je trouve qu'il marche hyper bien. Donc Fresh, j'étais passé à côté. Donc 2022 quand même, film de Mimi Cave qui a pas fait grand chose, mais en tout cas celui-ci est vraiment super. Je recommande chaudement et l'acteur est aussi super. Hein. Après j'ai vu Appartement 7A. Donc Appartement 7A est un film produit par John Krasinski et Michael Bay. Donc c'est assez étonnant pour un film de genre. C'est ni plus ni moins qu'un préquel à Rosemary's Baby. Je vois pas trop l'intérêt. Tant regarder Rosemary's Baby, ça apporte pas énormément de matière au film original.
original, donc ouais, je préfère le film original. Et celui-ci m'a pas vraiment emballé, même s'il est ok, quoi. Il est ok tiers, ça passe, quoi. En fait, c'est un peu la même chose. On suit une jeune qui est étudiante et qui a pas de thune et qui du coup se fait prêter un appartement par les vieux du Rosemary's Baby. Voilà, c'est oubliable. En fait, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis un joli pull de Noël parce que c'est un peu les périodes des fêtes. Voilà, je me suis dit que ça égayerait un petit peu l'aspect visuel. Passez de bonnes fêtes. Bon, la vidéo n'est pas terminée, je sais pas pourquoi je vous le dis maintenant. J'ai vu ensuite Adam Sandler Love You, donc c'est un stand-up de Adam Sandler. Je peux aussi vous parler de stand-up parce que j'aime beaucoup l'humour et le stand-up. J'ai un problème avec Adam Sandler dans les comédies, je trouve qu'il fait des trucs vraiment potaches et pas terrible du tout. Là, dans les derniers films dans lesquels je l'ai vu, il joue plus dans des drames, notamment Uncut James, qui est vraiment une petite pépite, un petit diamant, devrais-je dire en fait. Mais Adam Sandler Love You, c'est un stand-up qui est franchement excellentissime. Je me suis régalé. C'est très intime, il y a des blagues qui sont... c'est très casu, il vient en mode comme ça, on sait même pas s'il a préparé son show. C'est admirablement bien filmé, il y a des gags avec des PowerPoint et tout, de la musique, des moments émotion, des petites blagues toutes pourries et tout. Enfin, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. C'est franchement le meilleur stand-up que j'ai vu cette année, donc si vous avez l'occasion de le voir, let's go. J'ai vu Hell House LLC. Donc Hell House LLC, c'est un found footage de gens qui en gros créent une maison hantée, tu sais, où tu viens dans la maison et tu marches dans la maison, il y a des comédiens qui te font boue, quoi. Ça, c'est un truc très populaire aux États-Unis. On a moins ça en France. Il se trouve que la maison est vraiment hantée, donc il y a vraiment des personnes qui tuent le public. Alors, c'est plutôt bien foutu compte tenu du budget qui est de 25 000 $. Moi, franchement, je me suis ennuyé en regardant le film. J'ai pas eu peur, même si je peux comprendre qu'il y a des trucs creepy. Le sous-genre du found footage me fait peur d'habitude. Et j'étais tellement prédisposé à le regarder et à avoir peur, tu vois. Je l'ai regardé la nuit et tout pendant une insomnie, donc j'étais chaud, je me suis fait chier. Mais vraiment, je me suis fait chier, quoi. Après, je reconnais ses qualités, mais je me suis fait chier. Pardon, j'ai presque envie de dire pardon. Ouais, je trouve que c'était pas ouf. J'ai revu Ghostbusters avec mon fils, ça faisait une tannée qu'il... Ah, mais d'ailleurs, tu as vu, maintenant, quand tu mets sur la fiche de Ghostbusters, il y a Bouffe-Tout, il y a le haut, enfin, il y a le truc qui coule en vert, franchement. J'aime trop quand Letterboxd fait des trucs comme ça sur des bons films, parce qu'il l'a fait aussi sur Portrait d'une jeune femme en feu, et je trouve ça de la merde. Donc, ce film est vraiment bien. Par contre, je l'ai vu en VF, et un moment, un personnage drop le N-word et c'est trop bizarre parce que c'était gratos, quoi, et la blague en VO c'est pas du tout ça. Sigourney Weaver, quelle queen, magnifique. Le film marche bien encore aujourd'hui, mon fils s'est éclaté à le regarder. Il a pas eu peur parce qu'il y a des fantômes qui sont assez frères, et il m'a dit un truc qui était tellement vrai. Il m'a dit, mon fils, Bibendum Chamallow, c'est le meilleur perso du film. Pourquoi on le voit 2 minutes? Tellement. Alors, je pense que l'impact de Bibendum Chamallow, c'est qu'on le voit 2 minutes, mais c'est vrai qu'il meurt très rapidement, et c'est décevant. On aurait aimé voir un film, un spin-off de Bibendum Chamallow, je signe direct. Donc Bibendum Chamallow, c'est l'espèce de gros bonhomme en chamallow, finalement, qui attaque la ville un peu comme Godzilla, quoi. Trop bien. Ensuite, j'ai revu Nightwatch, que j'avais vu il y a longtemps. Alors, Nightwatch, c'est un thriller danois qui a été remaké ensuite, et avec Nicolas Coster-Waldau, qui est l'homme à la main coupée dans Game of Thrones. Je me rappelle plus, ça fait trop longtemps. C'est un Lannister, quoi. Comment il s'appelle déjà, Lannister? Je sais plus. Et en gros, c'est un veilleur de nuit. C'est le veilleur de nuit en VF, et mort se réveille plus ou moins, quoi. Et c'est trop bien. Il y a une ambiance, c'est bien filmé. On reconnaît un petit peu la patte des réalisateurs danois des années 90, d'ailleurs, notamment là. Voilà, il y a un grain, il y a son pote qui vient l'emmerder. D'ailleurs, son pote qu'on a vu dans un autre film qui joue dans Pusher. Voilà, la patte des films danois des années 90, là, typiquement, on y est. Si vous n'avez pas vu Pusher, regardez-le, et cet acteur est excellentissime, et donc il est là-dedans, c'est le pote qui fait chier, quoi. Et c'est trop bien, franchement, c'est trop bien. Si vous n'avez pas vu Nightwatch, c'est un film d'horreur, thriller, vraiment très cool. Lake Mungo. Donc Lake Mungo, on m'en parlait depuis longtemps. Donc l'idée, c'est en gros, il y a un gosse qui a disparu, et c'est un documentaire faux qui suit donc une famille qui essaye de savoir comment leur enfant a disparu, et on voit donc on voit dans les archives de vidéos des morceaux de trucs dans un coin. En gros, c'est comme j'ai mis dans mon commentaire, c'est un peu Où est Charlie, parce que tu dois chercher en permanence, et à la fin du film il te montre qu'est-ce que tu n'as pas vu, donc faut être attentif, et ça fait des zooms de l'enfer pour te montrer les détails de la caméra que t'as pas vu. Bon, c'est rigolo, franchement c'est rigolo. De là à dire que c'est un chef-d'œuvre, je ne sais pas. Il y a plein de gens qui le considèrent comme un chef-d'œuvre. C'est original, je ne peux que le conseiller, mais ça m'a fait chier. Et puis surtout la fin m'a fait chier, c'était genre regarde ce que t'as raté, regarde. C'était pas nécessaire. Oula, j'ai vu Hoodwitch aussi. Donc Hoodwitch, c'est un film français
avec Jérémy Ferrari. Et pardon, mais Jérémy Ferrari, je n'aime pas du tout. Par contre, Farahani, formidable. Denis Lavant, formidable. Je tape dans le micro, formidable. Le film, donc, c'est en gros une chasse aux sorcières avec une nana qui fait de la vente illégale d'animaux exotiques. Ça se retourne plus ou moins contre elle, donc c'est voilà, donc c'est un peu la chasse aux sorcières dans une cité, quoi. Le film s'essouffle très rapidement. Au bout d'un moment, on a envie de dire bon bah t'as plus rien à raconter, alors que bon bah tu passes à côté de ton propos. Il crée une application de maraboutisme et tout pour soigner les gens. C'est vachement original, c'est très bien. Par contre, c'est pas exploité du tout, donc c'est fort dommage. C'est fort dommage. Je trouve que c'est fort dommage. C'est fort dommage le film. Je dois y aller, j'ai un rendez-vous chez le médecin, donc on revient après. Je fais une partie 2 parce que là, voilà, je reviens. Ce sera peut-être même pas le même cadre, on sait pas. Allez, on sait pas. Arrête. Later. Je suis de retour, ne vous inquiétez pas, tout va bien, c'était un lupus. J'ai ensuite vu le film Roar. Le film a été commenté sur la chaîne du Coin du Bis, je vous invite à aller voir cette vidéo, il explique tout le film, je vais pas revenir dessus pendant 30 ans. L'idée c'est que c'est des gens qui ont fait un film avec des vrais lions, du coup ils se font vraiment griffer par les lions, croquer tout ça, scalper, le film est une dinguerie. Après voilà, c'est très répétitif, c'est en gros voilà, les lions, les hommes, ils attaquent et ils reviennent, ils attaquent, ils reviennent, ils attaquent, ils reviennent. Bon, l'histoire est pas dingo, mais le film est impressionnant parce que bah, des vraies cascades, des vrais lions, voilà, c'est complètement foufou, mais en termes narratifs, bon, mais quand même le film est fou. À voir, juste pour le côté impressionnant, le côté grand spectacle, j'ai envie de dire. Ensuite, j'ai revu Gladiator. Tu comprends pourquoi j'ai revu Gladiator pour me préparer à Gladiator 2. Je l'avais pas revu depuis, depuis longtemps, mais il date de 2000, t'imagines, ça fait 24 ans. J'étais content de revoir Oliver Reed, dont j'ai vu plusieurs films et dont j'aime beaucoup le jeu d'acteur. Bien sûr, Joaquin Phoenix, qui est impérial, si je puis dire. Je suis un génie. Et le film est vraiment très bien. Alors j'enfonce des portes ouvertes, mais voilà, Ridley Scott, très très bien. Russell Crowe, très très bien. Donc voilà, c'était un plaisir de le revoir. Quand Joaquin Phoenix rigole, bon bah j'entendais le Joker maintenant, donc ça c'est un autre problème. Et je me suis préparé pour aller voir donc Joker 2, j'allais dire, pour Gladiator 2 évidemment. Qu'est-ce que j'ai pensé de Gladiator 2? Ben, je vais vous le dire après parce que je l'ai vu pas longtemps après. Hein. Ensuite j'ai revu The Worst Person in the World, qui est un meilleur titre que Julie en 12 chapitres. Donc oui, c'est une meuf qui est relou, elle change d'avis comme de chemise. Elle fait sa crise de la trentaine et tout. Un film que j'adore, je l'ai revu. Une histoire d'amour, somme toute réelle, c'est pas une comédie romantique à la con avec des sentiments, des bons sentiments, avec Renate Reinsve, qui a joué dans un film de genre il y a pas longtemps, dans A Different Man notamment, et dans Handling the Undead. Les deux sont sympas. A Different Man, faudra que je vous en parle parce que c'est une dinguerie. Si vous n'avez pas vu The Worst Person in the World, rattrapez ça, vous pouvez le regarder avec votre moitié. C'est un bon moment, quoi. Ça pose les bonnes questions sur ce qu'on a envie de faire de notre vie, au niveau amoureux notamment, et pas que, ou même au niveau professionnel. Les rencontres qu'on fait. J'aime bien son couple. Par contre, ça doit être un enfer de vivre avec elle au jour le jour. Un peu trop volubile, cette personne. Elle est magnifique, par contre. Ça, c'est indéniable. Ensuite, j'ai vu Crazy House, qui est un film qui était sur Shadows. J'ai trouvé que c'était quand même bien de la merde. C'est généreux, en effet, gore, tout ça. Mais voilà, donc c'est une espèce de film qui est une espèce d'abeille production, une sitcom avec Nick Frost. Il y a aussi Alicia Silverstone, ce qui est assez fou. C'est en gros des satanistes qui viennent chez eux pour retrouver un truc, et la famille ne comprend pas, c'est filmé sur le plateau télé, bon voilà, ça part en couille, ils sont un peu complètement cons, et le père se laisse pousser des couilles pour se battre pour sa famille, tout ça. C'est très poussif, et c'est pas très drôle, donc oubliable. Je suis allé voir Le Nom de la Rose aussi, qui est repassé au cinéma. VO, c'est la première fois que je le découvrais. Sean Connery à son prime. Enfin, à son prime, je sais pas en termes de physique en tout cas. Peut-être pas parce qu'il a la calvache et tout, il joue un espèce de prêtre. Le film est assez fou, on dirait Seven. En fait, c'est une espèce d'enquête dans un abbaye et il y a des meurtres qui se passent et puis on essaye de retrouver ça. Donc ce prêtre, je sais pas, c'est pas un prêtre, mais ce moine. Il y a fucking Christian Slater qui joue avec lui et ça c'était trop marrant parce qu'il était hyper jeune, regardez, c'est un minot quoi. Et donc le film est cool, franchement le film est cool, un peu long, rythme très très lent, mais si t'es ok avec ça, un film de Jean-Jacques Hano, Cocorico, et donc c'est trop bien quoi, c'est trop bien, 1986, on est au 14e siècle, voilà, c'est adapté d'un roman, je voulais le lire un moment, je me suis téléchargé le livre, et en fait c'est une galère à lire, il y a plein de trucs en latin, c'est une galère. Moi, le truc qui m'a rendu fou, c'est que c'est le nom du film, tu sais pas vraiment pourquoi il s'appelle comme ça. À la fin, il y a un truc sur le nom de la rose, mais oh et oh. Moi, j'aime pas les intrigues sur le nom des films.
Ensuite, j'ai vu Helter Skelter. Alors, Helter Skelter, il était conseillé par pas mal de gens par rapport à The Substance, vu que c'est un espèce de film de body horror, où c'est une espèce de pop star japonaise, je crois, qui est super en vogue, mais qui mise tout sur sa beauté et qui, à un moment, se retrouve à avoir des problèmes physiques et elle est remplacée par une autre meuf beaucoup plus belle qu'elle et sa popularité est sur le déclin. Et c'est un peu vraiment comme dans The Substance, vu que voilà, c'est vraiment les mêmes thématiques. C'est un film de 2012, donc il arrive quand même 12 ans avant The Substance. Le film est très beau esthétiquement, il est fait par une réalisatrice qui est photographe, qui fait des photos hautes en couleurs et magnifiques. Malheureusement, comme je vous le mets dans cette critique-là, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Je trouve qu'il y a un manque de rythme et tout. Le film est un peu fucked up. Je vous laisse vous faire votre avis. Moi, j'ai juste galéré à rentrer dedans. Voilà, c'est tout. C'est vraiment mon avis. Mais après, voilà, le jeu d'acteur et tout, il y a plein de trucs super intéressants et l'esthétique est vraiment hyper léchée, donc à découvrir. Ensuite, j'ai vu Black Sabbath, qui est Les Trois Visages de la Peur, qui m'a été conseillé du coup par mon pote Nico, dont vous avez pu voir la vidéo. Je suis allé voir sa collection des films extrêmes, de cinéma extrême. Je l'ai regardé en VHS. Je l'avais dans mes VHS. J'ai plein de VHS et parfois je les ai, je le sais même pas. C'est très cool. Donc c'est un film, c'est une trilogie, c'est des films à court métrage. Il y a un court métrage avec une witch qui est très très cool et il y a un court métrage qui est Scream avant l'heure. Celui-là, je l'ai vraiment adoré. Le troisième, un petit peu moins sur le Woudarlac. C'est une espèce de monstre quoi. Je devrais lui redonner sa chance, mais en tout cas, film de Mario Bava, très très cool, un cachet sympathique encore plus vu en VHS, donc vraiment sympa si vous aimez les anthologies de court métrage. Celui-là, je conseille vivement. Je suis allé voir donc Gladiator 2, qui n'était pas bien. Je n'ai pas aimé du tout. Donc vous avez vu Maximus, par rapport à Maximus, c'est un jeu de mots. Je suis un génie un petit peu quelque part. Et ouais, non, j'ai pas aimé. En fait, les CGI ne vont pas du tout. Denzel Washington est très très cool, mais ouais, je sais pas, ça marche pas autant que le 1, je me suis un peu emmerdé, je vous cache pas. J'ai vraiment un problème avec les combats, les enjeux du film. Enfin, je veux dire, c'est pas Maximus à qui on a tué toute la famille, c'est quand même beaucoup moins intéressant, je trouve. En plus, l'arène avec de l'eau et tout, il y a des requins et tout. C'est meg, quoi, le film. Ah, c'est next. J'ai vu Woman of the Hour, donc très intéressant. Malheureusement, je suis pas rentré non plus trop dedans, dans le sens où c'est un peu du vu et revu, mais je trouvais que le concept de base était hyper sympa, réalisé par Anna Kendrick, pas la Mar, mais qui est aussi l'actrice. Il y a un vrai discours voilà, féministe qui est très sympa. Ça se passe dans les années 70 et donc c'est une meuf qui est dans un jeu de rencontre un peu face tourner manège pour les plus vieux qui ont connu ça, et elle va rencontrer un gars qui est un psychopathe qui tue des meufs en se faisant passer pour un photographe. Voilà, donc c'est un peu ça. Elle se retrouve un petit peu acculée par ce gars et donc voilà, il y a plein de trucs intéressants, c'est assez creepy, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez convenu, donc voilà, ça vaut le coup d'œil, mais c'est pas dingo. Cryptapes, alors j'ai fait la critique de tous les épisodes, il y a 6 épisodes qui sont disponibles sur Shudder, c'est une application, il faut avoir un VPN pour le voir, donc voilà, mais quand ça sortira en France, jetez-vous dessus, c'est pépite. J'ai fait une vidéo dessus, donc vous pouvez aller voir si vous êtes intéressé. Ensuite, j'ai vu Pulse, dont on parlera dans le podcast sans visage. Donc si vous voulez avoir mon avis, vous allez sur le podcast sans visage dans quelques semaines et il va sortir l'épisode. Les films de fantômes japonais sont bien. Alors bon, vous pouvez voir dans mon avis que je ne l'ai pas trouvé excellent, mais vous aurez mon avis dans le podcast sans visage, le mieux c'est d'aller voir. Ensuite, j'ai vu Une après-midi de chien. Alors là, pour le coup, c'était excellent. Donc film avec notre ami Al Pacino, plutôt jeune, et qui joue un personnage homosexuel, donc ça c'est intéressant aussi, qui va braquer une banque et qui se retrouve bloqué dans la banque avec les otages, donc c'est une prise d'otage. C'est trop bien. Du Pacino qui sait pas trop quoi faire, mais qui négocie avec la police, donc c'est vraiment la négociation, c'est un film en huis clos. Il va essayer donc de trouver une solution pour sortir de là. Il est avec un collègue à lui qui lui est complètement dépressif. Il y a un bon discours dans ce film. Il critique en fait l'autorité de la police dans les années 70 notamment. Il y a tous les gens qui sont dehors de la banque qui se raccrochent à Sonny, donc le personnage de Pacino, parce que les brutalités policières et tout. Ça parle de Attica. Donc, le mouvement Attica, c'était en gros une prison dans laquelle il y avait des prisonniers noirs qui se sont insurgés contre le personnel, en tout cas de la prison, parce qu'il y avait un des membres des Black Panthers, je crois, qui a été assassiné, et donc du coup voilà, c'était pour un peu faire valoir ses droits par rapport au racisme et tout. Du coup voilà, donc il y a un petit peu des revendications de ce personnage Sonny sur la communauté homosexuelle, noire, tout ça, enfin voilà, les minorités américaines en tout cas à cette époque-là. Hyper intéressant, le film a une tension incroyable avec pas grand chose. C'est une réalisation de De Palma, pas du tout.
C'est une réalisation de Sidney Lumet. Tu vois, je dis de la merde. Qu'est-ce qu'il a fait déjà, Sidney Lumet, putain? Ah oui, putain, il a fait 12 hommes en colère. Faut que je vois Serpico, que j'avais jamais vu. J'ai pas vu beaucoup de films de Sidney Lumet, mais c'est quand même un grand réalisateur. Donc voilà, jetez-vous dessus si vous ne l'avez pas vu, c'est toujours cool. J'ai vu The Cremator, donc ça pareil, on en parle dans le podcast Sans Visage. J'ai fait aussi une vidéo sur la chaîne de Az où il invite tout le monde pour sa 200e critique Globe. Vous pouvez avoir mon avis là-dessus. J'aime beaucoup ce film, voilà. C'était une très très belle découverte. Et je suis allé voir Moana 2. Le bleu du ciel n'est pas celui de la terre. On perd, voilà, on perd l'effet surprise du 1. Le 1 est vraiment très cool avec Maui et tout. Voilà, j'aime bien. Les petits noix de coco là qui reviennent et qui attaquent, voilà, Vaiana. Pourquoi ils ont pas gagné Moana et pourquoi ils ont mis Vaiana? Je comprends pas. Bref, le film a quelque chose d'assez épique et tout. C'est sympa. Je l'ai vu en IMAX en plus. Bon, on était arrivé en retard à la séance parce que bouchon, tout ça. Mais n'en demeure pas moins un film somme toute sympathique pour les enfants. Après, voilà, pour les adultes, c'est pas non plus des glingos, quoi. C'est mid, c'est très très mid. Donc voilà, c'est les films que j'ai vus au mois de novembre. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve le mois prochain pour les films que j'ai vus au mois de décembre. Voilà, si ça vous plaît, toujours dans les commentaires, me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez vu vous, pourquoi pas. Et si vous avez des films à me conseiller, je suis preneur. Suivez-moi sur Letterboxd, profitez-en, c'est gratuit. Puis voilà, c'est cool. Alors petit aparté aussi, je suis pas payé pour dire ça. Je l'étais dans la vidéo sur Boys of Fred, mais là je le suis pas. Vous avez pas été très nombreux à regarder ma vidéo sur Boys of Fred. Je remets une petite couche ici. Filmo TV, allez voir ce qu'ils font. Ils sont sur YouTube, streaming francophone. Voilà, ils ont un catalogue énorme avec de très très bons films. Vraiment, c'est très quali. Sinon, je vous le redirai pas. Allez voir. L'abonnement est gratuit pendant 14 jours. La vidéo est terminée. Tu peux y aller. Bisous.